Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. S'il faut endosser l'impopularité, je le ferai. J'assume ce moment. Les mots d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour défendre la réforme des retraites font déjà l'objet de nombreuses critiques. Alors chez les jeunes, eh bien, la protestation se poursuit. Alors à quoi s'attendre pour la suite? On posera la question à Robin Reda, le député Renaissance de l'Essonne. 6 à 8% des enfants en France présentent des troubles 10 et c'est notamment pour aider ces enfants dans les apprentissages qu'a été créé Ludisco, une box d'activités ludiques. On sera avec sa fondatrice en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est Cartouche. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Guillaume Ouattara. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal par une fuite des épreuves du bac qui s'est produite hier. Oui, il est 14h hier lorsque les élèves de terminale STMG se lancent et planchent sur leur épreuve d'éco-droit. C'est l'une des épreuves de spécialité de cette filière technique. Oui, mais voilà, au bout de quelques minutes, les surveillants reviennent dans les salles d'examen, récupèrent les copies, les brouillons et les sujets. En cause, une fuite des sujets qui a été détectée quelques minutes avant le début de l'épreuve par le ministère de l'Éducation nationale. Ministère qui n'explique pas d'où vient cette fuite. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'elle vient des réseaux sociaux. Ça a été un peu la panique dans certains centres d'examen, mais finalement, aux alentours de 15h, les élèves ont pu replancher sur le sujet de secours. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il portait plainte contre X pour la fuite de ce sujet. Hasard du calendrier, au moment même où ce couac était en train de se produire partout en France, Pap Ndiaye était à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il disait sur l'organisation du bac. C'est une grosse machine, 536 000 candidats, 2600 centres d'examen et 35 000 correcteurs. Et les épreuves de spécialité à ce jour se déroulent tout à fait normalement. Il n'y a pas eu de difficultés hier, il n'y en a pas à ma connaissance aujourd'hui, à l'exception d'une fuite pour ce qui concerne la série STMG qui nécessite d'imprimer des sujets de secours. On poursuit avec un rapport du Centre national d'études des systèmes scolaires qui veut en finir avec les notes sanctions. Oui, c'est un rapport du SNESCO, vous venez de le dire, et les résultats viennent d'être publiés il y a quelques jours, et il a permis de questionner 3000 parents d'élèves, enseignants et personnels de direction autour de cette question majeure de la notation et de son impact sur la jeunesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de ce rapport sont assez accablant. André Tricot, co-responsable de cette organisation, explique que la notation produit du stress, de la démotivation des élèves, des baisses de l'estime de soi, du décrochage scolaire, de la compétition. Ces effets sont nombreux et prouvés par la recherche depuis des décennies. La notation augmente également l'émergence de biais chez les jeunes qui vont, à l'image des jeunes filles par exemple, s'auto-censurer en mathématiques puisqu'elles ont le sentiment qu'elles vont être moins bien notées que leurs camarades garçons. À noter que si les auteurs de ce rapport ne sont pas favorables à une suppression pure et simple des notes, ils plaident pour qu'elles ne contaminent pas, ce sont leurs mots, le parcours scolaire des jeunes élèves. Un rapport de la Cour des comptes pointe les insuffisances de l'éducation nationale dans l'accueil des élèves allophones. Oui, les élèves allophones, ce sont celles et ceux qui débarquent sur le territoire français sans maîtriser la langue française et donc ce sont des élèves qui ne parlent pas français mais qui doivent suivre leurs cours dans les écoles françaises. Eh bien, selon la Cour des comptes, il y a un 2 poids 2 mesures. Certains élèves allophones sont très bien accueillis par le système, quand d'autres ont de nombreuses difficultés. Celles et ceux qui sont très bien accueillis, eh bien, ce sont les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens. Près de 20 000 élèves sont arrivés sur le territoire français ces dernières années à cause du contexte de guerre et ils ont rapidement été intégrés dans le système scolaire français. Il n'en va pas de même pour toutes les nationalités puisque le rapport de la Cour des comptes pointe un temps d'attente très long pour ces jeunes allophones et pour trouver une formation, une école, manque de formation des enseignants également. Ils sont en faveur, en tout cas, les sages, ceux qui ont écrit ce rapport de la Cour des comptes, d'une meilleure évaluation du niveau de français de ces jeunes internationaux qui arrivent sur le territoire. On termine ce journal autour d'une note de critique, cette fois autour de la politique de mixité sociale de Pap Ndiaye. Oui, on en parle ici depuis plusieurs semaines. Pap Ndiaye souhaite une meilleure mixité sociale au sein des établissements scolaires. Pour ça, il a égrené une feuille de route avec différentes mesures. L'IFRAP, un think tank qui travaille sur l'analyse des politiques publiques, a repris point par point les mesures proposées par Pap Ndiaye et il n'y va pas de main morte pour ces critiques. Oui, il y a
D'abord, l'augmentation du nombre de sections internationales, c'est-à-dire dans les établissements publics et dans les lycées défavorisés. Oui, Pape Ndiaye souhaite qu'il y ait plus de formations et de sections internationales dans les lycées qui ont des difficultés sociales. Eh bien, l'IFRAP est allé un petit peu enquêter. Sur 48 sections internationales, par exemple, dans l'Académie de Versailles, 44 sont d'ores et déjà dans des établissements publics dont la plupart sont en zone de difficultés sociales. Autre exemple du rapport, Guillaume, l'augmentation du nombre d'élèves boursiers dans les écoles privées. Oui, c'est une volonté de Pape Ndiaye, augmenter le nombre et la représentation des élèves boursiers dans les écoles privées. Et bien là aussi, le rapport n'y va pas de main morte. D'abord, il y a une règle de 80-20, 80 écoles publiques pour 20 écoles privées. Et là, eh bien, malgré la volonté du ministre, il sera, selon ce rapport, impossible d'augmenter la taille des murs et donc d'avoir plus d'élèves boursiers puisque le nombre d'élèves dans le privé est limité. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, malgré toute la volonté également du ministre d'avoir davantage d'élèves dans le privé, il y a un certain nombre de coûts incompressibles, de frais incompressibles. En clair, même un élève boursier qui souhaite intégrer une école privée va devoir payer par exemple davantage de frais pour la cantine. Une citation de ce rapport pour illustrer ce frein, Philippe Delorme évoque le fait qu'à la rentrée 2022, le lycée privé Stanislas avait ouvert dans ses classes préparatoires 15 à 20 places pour des élèves boursiers, mais que seulement 2 ont choisi de s'y inscrire à cause notamment des frais de cantine. On reparlera de ce sujet, on y consacrera une émission. Merci Guillaume. Aujourd'hui, émission spéciale car nous recevons Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour Robin Reda. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur School TV. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Alors évidemment, aujourd'hui, Emmanuel Macron a pris la parole. Je vais vous faire réagir à ses propos. La réforme des retraites est très difficile. On demande un effort aux gens. Ce n'est pas très populaire. J'assume ce moment. S'il faut endosser l'impopularité, je le ferai. Le président a réaffirmé sa confiance en la première ministre Elisabeth Borne. Les critiques, évidemment, ne se sont pas fait attendre. Hors sol, menteur, irresponsable pour Mathilde Panot, méprisant pour Philippe Martinez, pas à la hauteur pour Éric Ciotti. Qu'avez-vous pensé des mots du président ? Le président de la République, il a montré qu'il avait entendu la colère et les inquiétudes des Français. Il a aussi rappelé le cheminement de cette réforme des retraites. Il a rappelé son attachement à notre modèle social, à la préservation de notre régime de retraite. Par répartition. Et il a rappelé aussi un engagement fort devant les Français, celui d'atteindre le plein emploi dans un contexte économique, international et national difficile, celui aussi de ne pas alourdir les impôts des classes moyennes, de ceux qui travaillent, de ceux qui, à juste titre, aujourd'hui, n'en peuvent plus de la vie chère et de la vie dure. La vie, elle serait encore plus dure si on avait aujourd'hui à augmenter les impôts pour financer notre modèle social. Donc oui, c'est un effort collectif, le président l'a rappelé, mais c'est aussi le chemin vers quelque chose d'autre. C'est pas une fin en soi, la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est aussi l'ouverture d'un nouveau dialogue sur les conditions de travail, comment demain on travaille mieux dans la société française et comment on travaille tous. Vous employez des mots marquants quand vous dites il a entendu, c'est un nouveau dialogue. C'est justement ce qu'on reproche en fait au président aujourd'hui, notamment tous les jeunes qui sont dans la rue et qui ont crié leur colère depuis 6 jours maintenant. Vous dites s'il y a un manque de dialogue, on parle même de dictature, en tout cas de problème avec la démocratie. Que répondez-vous à cela ? Je pense qu'on a un certain nombre à être aussi attachés aux institutions de la Ve République et à voir comme un danger celles et ceux qui essayent d'attiser la violence en essayant de propager des fake news sur ce qu'est notre Constitution. Notre Constitution, il n'y a rien de plus démocratique. Les voies de passage des textes législatifs, qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou par la procédure du 49 alinéa 3, comme l'a utilisé le gouvernement, ce sont des outils démocratiques qui contrôlent aussi et qui mettent la responsabilité du gouvernement en jeu. On l'a vu sur les motions de censure qui ont été débattues. Donc cette réforme, elle a été adoptée démocratiquement d'abord par le peuple français qui a voté pour le projet d'Emmanuel Macron, qui avait explicitement dit aux Français qu'il y aurait cet effort à consentir pour préserver notre modèle de retraite. Et ensuite, il a été débattu par le Parlement pendant de nombreuses heures. Malheureusement, le débat n'a pas toujours été de très bonne qualité parce qu'il y a aussi beaucoup d'obstructions, beaucoup de mauvaise foi et de petits calculs politiciens à l'Assemblée nationale et un peu moins au Sénat, mais aussi parfois. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le président assume, et moi je trouve ça sain que dans une démocratie, le président assume ses responsabilités face aux Français. Comprenez-vous les slogans scandés par la jeunesse hier dans la rue quand même, malgré tout? On a vu, on parle de retraite, donc on aurait pu penser que ce sont des personnes un peu plus âgées qui seraient dans la rue. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Avez-vous l'impression qu'ils ont dissocié finalement cette réforme des retraites
plutôt de la politique politicienne, à savoir de la démocratie bafouée? Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une démocratie où chacun peut s'exprimer, chacun peut se faire entendre. Et on l'a vu d'ailleurs, le mouvement social qui a eu lieu pendant cette réforme des retraites, à l'initiative de l'Union syndicale, il s'est fait entendre. Personne ne peut dire que ce soit au gouvernement, dans la majorité au Parlement ou dans la société française, que la voix des salariés, qui étaient les premiers concernés par cette réforme des retraites, n'a pas été entendue. La critique faite, pardon de vous interrompre, mais la critique faite, c'est oui, on peut en parler, mais finalement, un 49.3 sera adopté. Donc finalement, il y a un manque de dialogue. C'est la critique, c'est pas... Nous sommes dans une démocratie représentative où le dialogue social a sa place, où la manifestation, lorsqu'elle est pacifique et encadrée, a sa place, mais où aussi la démocratie représentative et la voix du gouvernement, qui tient sa légitimité de l'élection du président de la République et de la nomination du président de la République choisi par les Français, ont aussi matière à décider, sont légitimes à décider. Donc aujourd'hui, nous avons une réforme qui est cohérente avec le projet choisi par les Français lors des élections présidentielles et législatives. Ça ne veut pas dire que le gouvernement aujourd'hui ne regarde pas les demandes qui s'expriment dans la société face à la vie chère, notamment la vie étudiante. Moi, je comprends aujourd'hui les jeunes qui s'inquiètent de l'avenir. Ils arrivent dans une société où la vie est chère, où le coût du logement est exorbitant, où il y a un besoin d'orientation professionnelle vers des secteurs qui sont en pleine mutation dans le milieu du travail. Et ces inquiétudes, il ne faut pas les transformer en colère, il faut les transformer en opportunités. Nous avons demain à réformer profondément la manière dont nous vivons le travail dans la société, comment nous préservons le modèle social dans ces conditions. Et ça, je veux le regarder avec optimisme pour les mois à venir, pour l'action du gouvernement et de la majorité. Alors regardons la situation actuelle par un autre prisme, peut-être celui de l'engagement. L'engagement, je disais, des jeunes qui sont beaucoup dans la rue aujourd'hui, dont on entend les voix aussi beaucoup pendant la présidentielle, notamment sur le point de vue de l'écologie, mais sur la société dans son ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Et ça me permettra de pouvoir parler de votre engagement qui a été très jeune, enfin très tôt en tout cas, dans votre vie, il me semble. L'engagement des jeunes et l'engagement en général, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Pas seulement parce que moi j'ai fait le choix de l'engagement politique très tôt, mais parce que ça permet de tordre le cou à des idées reçues, souvent... Lesquelles? L'idée reçue selon laquelle la jeunesse ne s'engagerait pas, la jeunesse n'aurait rien à proposer pour la société et serait dans un monde de réseaux sociaux complètement englué en dehors de la sphère de décision. Moi, je crois que la jeunesse a évidemment beaucoup à dire sur l'avenir, que si nous avons aujourd'hui une société qui bouge beaucoup sur les questions notamment de transition énergétique, c'est à l'initiative notamment de la prise de conscience de la jeunesse, mais pas que. Je dis aussi que nous avons à renouveler notre démocratie représentative. Moi, je suis très attaché à la démocratie représentative. Les jeunes y ont toute leur place. Et j'en ai été un exemple, comme d'autres en sont aujourd'hui un exemple à l'Assemblée nationale ou dans les territoires. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, vous savez, à l'échelle locale aussi, dans les communes, dans les conseils départementaux, régionaux. Et la démocratie représentative, elle a tout son intérêt, je pense, pour faire entendre la voix de la jeunesse. Il y a la mobilisation. La mobilisation, elle est parfois ponctuelle. Moi, je crois aussi à l'engagement sur le long terme et à l'engagement aussi avec une certaine forme de délibération collective qui respecte les avis des uns et des autres. Je me méfie beaucoup, parfois, des engagements qui consistent à beaucoup parler, à beaucoup s'exprimer, parfois un peu plus fort que les autres et à pas écouter les autres. Et voilà, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle sait s'engager, elle sait aussi s'engager en écoutant les autres. J'entends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, on les entend beaucoup dans la rue, ils sont pas contents, ils sont furieux, ils ont aussi peur de leur avenir, peur de cette vie difficile, de l'inflation, du manque de projets et d'avenir. Ils ont peur aussi, on le disait en début d'échange, de cette démocratie bafouée, entre guillemets. Faire adopter 1149.3, alors certes c'est démocratique, mais adopter 1149.3, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que ce n'est pas dissonant entre cette mobilisation des jeunes que vous souhaitez engager et en même temps ce manque de dialogue évident? D'abord, je me méfie beaucoup de la généralisation
sur ce que peut être la jeunesse et ce qu'elle peut demander ou les manières dont elle se manifeste. Il y a la manifestation dans la rue, c'est d'une partie de la jeunesse, c'est vrai. Il y a la mobilisation parfois plus ponctuelle ou plus dissimulée sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi une jeunesse qui, dans son ensemble, aujourd'hui se préoccupe de son avenir, de la conquête de son autonomie et de sa liberté. Oui, mais on prend toute la jeunesse dans son ensemble, on ne va pas faire le tri. Bien sûr, mais la conquête de son autonomie et de sa liberté, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et c'est un projet que je défends pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons besoin de donner confiance effectivement aux jeunes sur la manière de conquérir leur liberté. Leur dire que par l'école, par l'éducation, par les études qu'ils choisiront, quelle que soit la voie qu'ils choisiront, leur voie professionnelle, ils trouveront leur place dans la société, ils vont s'épanouir dans cette société. Leur dire aussi qu'on leur lègue, ou que les générations précédentes leur lèguent un modèle social dont ils pourront aussi bénéficier. Je me méfie beaucoup de la guerre des générations. Nos aînés ont bénéficié d'un modèle social dans une période économique qui était en plus beaucoup plus favorable au XXe siècle. La génération d'aujourd'hui et les générations qui vont venir ont aussi le droit à ce modèle de protection, où on peut avoir une retraite, où ce n'est pas la loi du chacun pour soi pour les cotisations au fil de la vie, où on peut aussi se faire soigner, où nos enfants peuvent être bien éduqués dans une république dont nous pouvons être fiers. Ce modèle social, il ne vient pas de nulle part et il doit être financé. Et la conquête de l'autonomie et de la liberté, ça s'accompagne d'un principe cardinal qui est la lucidité, un principe de réalité. Et au fondement de mon engagement, il y a toujours eu ce principe de réalité. On le voit aujourd'hui dans la transition écologique. Les jeunes, beaucoup de jeunes voudraient que ça aille beaucoup plus vite. Et puis quand on commence à rentrer dans la vie active, je l'ai vécu, on voit les problématiques de se loger, de mobilité, le coût que la transition écologique a au quotidien par rapport au coût de la vie que nous devons assumer. Mais c'est l'État qui doit répondre à ça, justement. Ce ne sont pas les jeunes qui peuvent y répondre. Eux sont juste inquiets. L'État, et c'est pour ça que je mets la lucidité, la réalité au cœur de cette problématique de l'engagement. L'État, ce n'est pas une entité très éloignée dont on n'aurait jamais connaissance. C'est nous, c'est le peuple français qui contribue par son travail, par les impôts notamment. Et donc, toutes les questions de transition, parce que nous sommes effectivement un moment de bascule dans le modèle du rapport au travail, bascule dans la transition écologique qui nous amène à repenser nos manières d'habiter, nos manières de nous déplacer, nos manières de consommer, de manger. Et tout cela a un coût. Et quand on dit que ce coût est en partie assumé par l'État, il est assumé par l'ensemble des citoyens qui, par ailleurs, ont des problématiques de pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation qui est important. Et ce contexte d'inflation, il est ressenti durement par les jeunes, il est ressenti durement par toutes les familles de France. Et donc, quand je dis ce principe de réalité, c'est que, et que je reviens à la délibération dans cette démocratie que nous évoquons, c'est que nous devons écouter tout le monde et que la démocratie représentative, ça sert à ça. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron écoute tout le monde aujourd'hui? Vous le pensez lucide plus que les autres? Emmanuel Macron, il a eu par 2 fois la confiance des Français et il est aujourd'hui évidemment bien conscient de toutes ces peurs, de ces angoisses, de ce que va devenir notre pays. Mais ces angoisses-là, est-ce qu'on y répond par la facilité? La facilité, c'est simple, c'est l'immobilisme. C'est la dépense publique financée sur le dos des générations futures, ou est-ce qu'on y répond en étant à l'offensive? Par exemple, sur la question des retraites, on voit bien qu'on est dans un monde où nous avons besoin de plus de travail pour financer la transition écologique, pour préserver notre modèle social. C'est ce que font tous les grands États européens. La jeunesse, elle est attachée à l'Europe, elle est attachée à l'ouverture au monde. Ouvrons-nous au monde qui nous entoure, et notamment en Europe. Tout le monde travaille davantage en Europe parce que chacun sait que nous avons des défis immenses pour préserver notre planète, notamment. Et cela aussi, ce qui a vraiment impacté, c'est le poids de l'Europe, justement, sur la France, et l'idée qu'il fallait absolument remonter cet âge de départ à la retraite. Ce qui a une influence sur nos finances publiques, c'est évidemment que nous ne vivons pas dans un monde totalement isolé. Nous faisons face aux mêmes défis économiques qu'à l'échelle mondiale et notamment à l'échelle européenne. Mais encore une fois, la question des retraites, ce n'est pas qu'une question budgétaire, c'est une question de vision de la société. Nous avons un modèle qui nous permet aujourd'hui de travailler pour financer la pension de nos parents ou de nos grands-parents, et demain, nos enfants travailleront pour financer notre pension. C'est un système qui
s'alimente au fil du temps par la confiance que nous nouons entre les générations. Et si nous rompons cette confiance, eh bien, nous ne serons pas au rendez-vous du modèle social français. Et je suis très attaché dans mon engagement, et c'est pour ça que je défends cette réforme des retraites, à ce que nous n'ayons pas cette rupture entre les générations qui est au fondement de notre pacte républicain. Alors, vous parlez justement de cet engagement auquel vous êtes très attaché. À quel âge a-t-il démarré? Est-ce que vous étiez délégué de classe, par exemple? J'ai été plusieurs fois délégué de classe dès le CE2, je crois, et jusque assez tard. Pas tous les ans, parce qu'il m'est arrivé de perdre ces élections parfois. Donc vous savez perdre, vous savez tomber pour pouvoir mieux remonter. Autres candidats. Mais j'ai beaucoup aimé être délégué de classe. Mais en fait, c'est vrai que l'engagement, c'est quelque chose qui vient tôt quand on se sent l'envie de vouloir être utile aux autres, de vouloir prendre des responsabilités et de les assumer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des responsabilités, il s'agit aussi parfois de rendre des comptes, on le voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que nous sommes profondément dans un régime démocratique, parce qu'il faut aussi aller affronter ceux qui placent la confiance en vous. Alors, vous avez connu justement les élections. Vous avez été élu plus jeune maire de France en 2014 à Juvisy-sur-Orge. Vous aviez alors 22 ans. C'est très jeune pour avoir de telles responsabilités. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là? Est-ce que vous vouliez ce qu'on appelle le bien commun? Je me suis engagé très tôt pour ma ville, au-delà de l'engagement politique que j'avais déjà à ce moment-là, parce que quand on s'engage, on a envie de voir les résultats de son engagement. On n'a pas envie juste d'être dans le ministère de la parole. Et c'est vrai que quand on s'engage à l'échelle locale, on voit concrètement ce que l'on peut changer dans la vie des gens. Alors c'est souvent une petite chose. À 22 ans, vous vous rendez compte de son besoin, vos parents, vos grands-parents, toutes les personnes qui sont avec vous, les gens de la ruralité, les gens des villes. On arrive à prendre conscience réellement à 22 ans. C'est une question que je vous parle avec innocence. Hein, je vous pose pardon avec innocence. Non, mais d'abord parce qu'il faut savoir s'entourer de personnes qui ont différentes expériences de la vie. Ensuite parce qu'on peut aussi inverser ce paradigme en se demandant si, quand on est beaucoup plus âgé, on se connaît ou on colle aux attentes d'une population beaucoup plus jeune. Et donc s'engager pour l'intérêt général, c'est pas s'engager pour ceux qui ont le même âge que soi, qui habitent au même endroit que soi, sauf pour une commune évidemment, mais je pense à l'échelle nationale. On s'engage effectivement pour le bien commun, pour l'intérêt général, et on doit avoir une vision à 360 degrés de tout ce que peuvent être les problématiques des différentes générations, des différentes catégories sociales. Et une ville, c'est à chaque fois un petit pays, c'est un concentré de toutes ces problématiques où il faut savoir parler à tout le monde, rassembler tout le monde autour d'un projet commun, alors que les uns et les autres n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et puis par ailleurs, je crois fondamentalement, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de diriger une ville très jeune, je crois fondamentalement que les jeunes doivent prendre leur place dans les processus de décision. Être engagé si jeune à 22 ans, je crois que vous étiez du côté plutôt, à l'époque c'était UMP, puis après vous êtes parti chez les LR, forcément, maintenant côté Renaissance. Ça veut dire s'engager, c'est aussi se faire évoluer dans ses idées, évoluer dans ses engagements, changer d'avis aussi, et de camp. Quand on s'engage très jeune, on a parfois une radicalité dans son engagement. Être radical que d'être UMP en 2014 non, la radicalité n'est pas à l'extrémisme, hein. Par ailleurs, quel que soit le bord politique dans lequel on s'engage. Mais c'est vrai que quand on s'engage avec la fougue de la jeunesse, on a parfois du mal à distinguer les nuances. Et puis, au fur et à mesure... On s'engage pour quelqu'un plutôt que pour des idées ? Non, en l'occurrence, c'est vrai que j'avais un engagement à l'époque auprès de Nicolas Sarkozy qui était président de la République, mais on s'engage aussi pour des idées, évidemment, et pour un territoire, parce qu'on a envie de mettre en œuvre des projets concrets et on a envie de voir les résultats de son action. Et ensuite, on peut effectivement avoir des nuances, parce que la vie politique évolue aussi, et vous avez bien observé qu'elle avait beaucoup évolué ces dernières années, que les notions peut-être très bipartisane de gauche et de droite que moi j'ai connu au début de mon engagement politique il y a une dizaine d'années, aujourd'hui sont plus flous, que beaucoup d'événements ont changé le cours des choses dans la France dans laquelle nous vivons et dans l'Europe dans laquelle nous vivons. Donc moi je n'ai pas peur des évolutions partisanes, mais je crois que j'ai toujours gardé ma cohérence, avoir la liberté au cœur, penser que le travail est une des conditions de l'autonomie et qu'une société en ordre est une société où on peut s'épanouir et où on peut construire l'avenir sereinement.
En tant que maire, en tant que député, en tant que citoyen, vous disiez l'importance de l'école et de l'éducation. Aujourd'hui, l'école traverse une énorme crise de la reconnaissance des enseignants, bien évidemment, une crise effectivement de ce métier. On voit de plus en plus de professeurs déserter le métier d'enseignant. On a une crise du recrutement. On a fait appel à 5000 contractuels en septembre dernier. Les chiffres vont probablement augmenter à la rentrée prochaine. Emmanuel Macron dit lors de son interview il faut pouvoir remplacer les professeurs absents du jour au lendemain. Mais comment peut-on remplacer du jour au lendemain les profs? Ça veut dire qu'on va forcément engager encore des professeurs formés en 4 jours, à savoir les contractuels? On a une situation très paradoxale avec ce métier d'enseignant qui est un métier par essence de sens. On a effectivement des enseignants qui quittent l'éducation nationale parce qu'ils n'y ont pas trouvé, en y entrant jeunes, tout le sens qu'ils y espéraient, toute leur utilité. Et on a aussi beaucoup de gens qui, au cours d'une carrière professionnelle, veulent rentrer dans le métier dans l'enseignement en se disant je vais être utile aux autres, je vais essayer d'y trouver du sens. Mais ceux qui le quittent, pardon, c'est qu'ils ne le quittent pas parce qu'ils n'ont pas de sens, ils le quittent parce que les conditions de travail sont absolument désastreuses. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier d'enseignant, il représente beaucoup pour les Françaises et les Français, et il continue d'avoir tout son sens. À l'intérieur, effectivement, il y a encore beaucoup à faire parce que nous avons besoin d'avoir des enseignants qui sont mieux payés dans la société. Nous avons un retard immense sur la valorisation des enseignants. C'est tout le sens du projet du président de la République de revaloriser les enseignants, notamment ceux qui débutent, pour qu'un enseignant qui débute ne soit pas payé en dessous de 2 000 € net par mois. C'était promis en janvier 2023 et là c'est reporté en septembre. On attend. Alors ça a déjà commencé, la revalorisation dite socle des enseignants. L'engagement du président de la République, c'est aussi de faire en sorte que les enseignants puissent trouver toute leur place au sein de l'école, pendant leurs heures de cours évidemment, mais aussi en dehors de leurs heures de cours, en accompagnant davantage les élèves pour que nous puissions avoir, pour la réussite des élèves, un suivi plus personnalisé. Et effectivement mettre fin à toutes ces heures de cours perdues, des millions par an, qui minent aussi la confiance entre les parents et l'école de la République. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable d'enseignants qui sont très conscients de la responsabilité collective que nous avons à faire en sorte qu'il y ait toujours un enseignant devant les élèves et que nous perdions le moins d'heures de classe possible par des remplacements qui soient fluides, efficaces, permanents. La dernière question, parce que malheureusement on manque de temps, la responsabilité collective, c'est aussi un apprentissage égalitaire pour tous. C'est-à-dire qu'avoir les mêmes chances de réussite pour tous les élèves français. Est-ce que c'est le cas selon vous? Est-ce que l'école continue de créer des inégalités? L'école, elle doit être au fondement des savoirs qui nous permettent de conquérir notre liberté, notre place dans la société. Ça, j'y suis extrêmement attaché. Et donc, les inégalités territoriales qui se retrouvent parfois à l'école, elles doivent être le plus possible combattues par l'école de la République, en investissant sur les savoirs fondamentaux, en ayant un suivi des élèves, souvent les plus en difficulté dans les territoires les moins favorisés, en favorisant les initiatives de mixité qui permettent aux établissements publics aujourd'hui de retrouver de la réputation parce que nous travaillons sur les enseignements qui sont dispensés, les options, l'ouverture à l'international, l'école du futur voulue par le président de la République qui a été expérimentée à Marseille et qui aujourd'hui s'expérimente partout sur le territoire national au travers des fonds d'innovation pédagogique en donnant confiance et en donnant de la liberté aux équipes pédagogiques sur le terrain parce qu'elles connaissent les élèves et elles connaissent notamment les élèves dans les zones en difficulté. On a les résultats justement de cette expérimentation, pardon? Alors à Marseille, j'y étais la semaine dernière. Il y a des enseignants qui se sont emparés de ce dispositif. Plus de 70 écoles à Marseille qui sont rentrées dans le dispositif École du futur. Concrètement, ça permet aux enseignants qui connaissent les besoins, qui connaissent les parents, qui connaissent leurs élèves, d'essayer de répondre beaucoup plus rapidement qu'avec des grands plans aux besoins de la classe, en permettant de faire venir des intervenants du monde de la culture, du monde sportif, en emmenant les élèves découvrir le patrimoine en dehors de l'école, en ouvrant l'école sur l'extérieur, en faisant des partenariats bilingues pour ouvrir les jeunes à l'international qui sinon n'auraient pas pu apprendre l'anglais par exemple dès les petites classes. Donc donner tous les outils pour réussir et pour faire en sorte que l'école de la République elle puisse donner des chances partout sur le territoire
si peu qu'on donne confiance aux acteurs qui font l'éducation, qui font l'école au quotidien. Merci beaucoup. Merci Romain Reda d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Essonne. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Diana Champion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes autodidacte, vous avez créé cette box Ludisco. C'est une box d'activités ludiques, enfin une boîte quoi. On a l'impression qu'il faut toujours dire tout en anglais. C'est vrai ça? C'est vrai. Soyons franco-français quand même. Une boîte d'activités ludiques courtes et évolutives, pensée pour les enfants de 3 à 12 ans, c'est bien cela? C'est bien ça. Pour les aider dans leurs apprentissages. Alors, chaque famille reçoit une activité et là, on en a plein sur le plateau. On voit Guillaume trépigne parce qu'il veut absolument jouer. Moi aussi, je me dis que peut-être que je vais réussir à gagner quelque chose, peut-être. Donc, chaque famille reçoit une activité. Pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les activités que vous proposez? Tout à fait. Donc, Ludisco, comme vous l'avez dit, c'est une box ou boîte mensuelle d'activités pédagogiques et ludiques pensées pour les enfants de 3 à 12 ans qui présentent des troubles 10 et ou de l'attention et qui sont conçus par un ensemble de professionnels de santé, donc qui comprend des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des orthoptistes, des orthophonistes et qui finalement s'applique à tous les enfants. Donc chaque box inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser une activité en fonction des compétences que vous souhaitez développer chez l'enfant, donc qui peut être la motricité, l'écriture, la lecture, les mathématiques, l'expression écrite. Une fiche pédagogique qui l'accompagne, qui a été conçue par ces mêmes professionnels de santé et qui décrit les niveaux, les différents niveaux qui sont courts et évolutifs pour que l'enfant puisse se développer à son rythme de façon progressive et en toute autonomie. D'accord. Et vous avez un magazine avec des histoires autour de personnages qui sont confrontés aux mêmes situations que peuvent vivre ces enfants, des jeux, des activités à réaliser avec des objets du quotidien en toute autonomie, des portraits de 10 célèbres, pour montrer qu'on peut aussi réussir tout en étant 10, et une section pour les parents, avec des articles écrits par des professionnels de santé, qui aident à sensibiliser, à expliquer de manière très simple comment appréhender ces troubles, répondre à des questions que se posent les parents, des recommandations de jeux, et puis des petites chansons pour aider à séquencer et automatiser certains gestes du quotidien. Donc, par exemple, pour les 3-5 ans, ça peut être comment se laver les mains, comment se brosser les dents. Pour les 6-8 ans, comment nouer ses lacets. Et donc, chaque activité sera différente en fonction des différentes compétences à développer. Donc là, par exemple, on a... alors, soyons pragmatiques, parce que alors là, on a plein de cartes, effectivement, de différentes couleurs sur le plateau. Guillaume, vous avez déjà les règles du jeu en main? Ouais, je me suis un petit peu entraîné avant pour être sûr de bien faire. Donc là, a priori, c'est plutôt pour les troubles de dyspraxie, c'est-à-dire les difficultés un peu, alors le terme c'est oculomanuel, donc la capacité à gérer la vision et le geste. Et donc il y a plusieurs niveaux, c'est ce que je voyais, qui permettent à la fois au début d'être bien pratique et puis après d'être dans la mémorisation. Là, le premier niveau, je vais me tenter, si vous permettez Virginie. Bah, au contraire. Je pioche une carte, donc là par exemple c'est le rectangle vert. Je dois d'abord, niveau 1, identifier la carte piochée. Donc bon, c'est le niveau, ça c'est pour les plus jeunes, hein, c'est 6-8 ans. Mais si je suis un enfant de 6-8 ans, j'identifie d'abord la carte. Ensuite, hop, je vais peut-être m'éloigner un petit peu pour mettre un peu plus de difficulté. Mettez de l'ambiance, faites-nous un show, Guillaume. Et là, on identifie la carte en lançant, donc j'ai un sac lesté que je dois lancer pour le mettre au bon niveau. Tout à fait. Alors plutôt comme ça, lancer libre. Absolument. Alors voilà, donc là, hop, je vise, je vois. Et voilà. Et oui, c'était pas loin. C'est le bleu. Mais c'est parce que le vert, on n'aime pas en télé. Ouais, c'est pour vert, ça. ça. Donc c'est pour ça. Donc c'est arrivé sur le bleu, ça rebondit. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on en déduit? Je suis nul. Qu'il y a une marge de progression, peut-être.
D'accord. Alors donc ça c'est effectivement un des jeux en tout cas à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition grâce à ces cartes ? Alors après, vous pouvez aussi piocher plusieurs cartes, les mémoriser, attendre quelques secondes avant de relancer le petit sachet. Ou bien utiliser une fiche de transformation des couleurs. Donc quand vous piochez par exemple la carte verte, et bien en fait vous allez devoir lancer sur la carte rose correspondante. Ça y est, il ne peut plus s'arrêter. Je comprends pas pourquoi. Non mais on joue pas au basket en fait dans l'émission. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous l'avez eu. Donc carte verte. Là par exemple, on doit réussir à attraper la carte rose pâle, c'est ça ? Tout à fait. Et de quelle manière ? C'est-à-dire qu'en fait on les disperse peu importe sur la table. L'idée juste est de pouvoir en fait savoir quel bon geste effectuer. C'est ça. Et la manière d'y arriver. Donc, comme je le disais, en fait, chaque activité est différente. Cette activité a été pensée et conçue pour les enfants dyspraxiques, donc qui est un trouble neurodéveloppemental qui affecte les coordinations, la planification et l'automatisation de gestes volontaires du quotidien. Mais après, on va avoir des activités tout à fait différentes pour un enfant dyslexique ou qui a un trouble de l'attention. Il ne peut pas s'en empêcher. Vous voulez pas en tenter un, Virginie, pour qu'on fasse, regardez. Si, bien sûr. J'ai celui-là, d'abord, il faut l'identifier. D'accord, donc alors j'ai une carte, un rectangle jaune. Alors évidemment, là, encore une fois, on le répète, hein, c'est vrai que ce sont des box qui sont faites effectivement pour les enfants qui ont des troubles 10. Donc là, ça paraît un peu innocent et rigolo ce qu'on fait puisqu'on essaie de lancer et n'ayant pas ce type de problème, bon, ça pourrait, même si je pense que je ne peux pas y arriver, mais enfin, pour eux, on comprend l'intérêt et l'utilité de cette box-là et de ces jeux-là et de bien comprendre effectivement à reproduire un geste, à comprendre effectivement l'objectif et à essayer d'être dans un esprit de collaboration avec ceux avec qui ils le font souvent. Donc j'imagine à la fois les AESH ou alors les parents tout simplement et la famille. Tout à fait. Et en fait, sur chaque fiche pédagogique, vous avez vraiment les recommandations de chaque professionnel de santé, puisque c'est vrai que quand le diagnostic est posé, s'ensuit un certain nombre de rendez-vous médicaux chaque semaine avec chaque spécialiste. Donc, comme je le disais, ça peut être psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ces activités sont vraiment co-créées par un ensemble qui prend en compte vraiment toutes les recommandations de chacun et chacune. Est-ce que vous étiez, quand vous étiez petite à l'école, vous avez ressenti ces troubles-là ou alors vous avez été en contact avec des enfants qui effectivement connaissaient ces troubles ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai découvert avec le diagnostic de ma fille qui a 5 ans, qui présente un trouble de développement des coordinations, donc aussi appelé dyspraxie. Et à partir de là, s'en est suivi un véritable parcours du combattant avec les suivis à mettre en place avec les professionnels de santé qui ont des listes d'attente parfois très longues, qui vont parfois jusqu'à 2 ans. Qui sont souvent en semaine, donc difficiles à concilier avec la vie professionnelle quand les 2 parents travaillent, et souvent non remboursés avant d'avoir la validation du dossier qu'on appelle MDPH, qui reconnaît officiellement le trouble. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en suivant de plus près ces activités, il y avait des activités qui étaient proposées assez comparables, mais où chacune regardait quelque chose de différent. Donc l'une allait regarder plutôt les coordinations entre l'œil et la main, l'autre la tenue du crayon, l'autre le geste de la main. Et donc je leur ai proposé vraiment de se réunir pour co-créer ensemble ces activités et qui finalement s'adaptent à tous les enfants. Alors je vois aussi là cette petite histoire par exemple qui est en début de magazine, tandis que Jean entame sa dernière ligne de copie, Yopi Hop commence à paniquer, distinguer la différence entre certaines lettres est déjà compliqué, alors les recopier. Il y a un point d'exclamation qui veut dire n'en parlons pas. C'est aussi effectivement toutes les émotions que l'on retrouve chez tous les écoliers, bien entendu, mais en particulier ceux qui présentent des troubles 10, dysprasiques, on le disait, dysorthophoniques ou autres. C'est vrai que cette box permet aussi ça, de pouvoir comprendre, et c'est une triangulaire entre à la fois les élèves, les parents et les éducateurs, l'échange utile pour ce type de moment. Tout à fait. Alors la mission de l'UDISCO, c'est vraiment de redonner confiance à ces petits rêveurs qu'on dit souvent dans la lune, maladroits, dans leurs pensées,
et leur entourage, donc, que j'appelle en fait les 5 P. Donc vous avez les petits rêveurs qui ont en effet souvent une faible estime de soi. Vous avez les parents qui ont aussi besoin de soutien et de mieux comprendre ces troubles. Vous avez les professeurs des écoles qui ont parfois un manque de formation aussi sur tous ces troubles et comprendre un peu ce qu'on peut mettre en place dans les écoles. Les professionnels de santé qui peuvent proposer des solutions soit alternatives quand il y a des listes d'attente qui sont trop longues, ou bien un suivi entre les séances. Et puis la planète, puisque nous sommes dans une démarche éco-responsable avec l'utilisation de papier issu de forêts gérées durablement et d'emballages recyclés, recyclables. Une dernière petite question ou un dernier petit jeu, je sens que vous... Je trépigne, Oui, non oui, mais oui. c'est hyper intéressant. Moi c'est une question, ça permet par exemple, un enfant il va commencer à faire cet exercice, il va avoir des difficultés, on voit les progrès. Est-ce que ces troubles, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de tous ces troubles et on a parfois l'impression qu'ils sont emprisonnants, qu'on reste dyslexique à vie, est-ce qu'il y a des moyens de progresser, est-ce qu'il y a des tips, est-ce que ça aide à ces progrès? Alors, je le vois sur ma fille, ça l'aide beaucoup, puisque quand on commence en fait très jeune, puisqu'on commence à proposer ces activités à partir de 3-5 ans, il y a une plasticité cérébrale qui aide quand même à faire des progrès, même si ce sont des troubles qui persistent dans la durée, qui ne disparaissent pas, mais ça permet aussi de pouvoir mettre en place des moyens de compensation pour aider ces enfants et plus tard à l'âge adulte. Et puis toujours apprendre et apprendre, puisque finalement on sait qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas. Est-ce que vous connaissez par cœur, par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel, Guillaume? Oula, Oui, c'est un piège, hein. il y a du jaune, Oui, du vert, oui, du bleu, oui. du rouge, il m'en manque. Oui, 2. Jaune, bleu, vert, rouge, j'allais dire du noir, mais non, il n'y a pas du violet. Non, Ouais. du violet. Parfait. Et une Qu'est-ce dernière? qu'il y a Pas mal, du hein. rose par hasard? Non, orange. Ah, du orange, ouais. Mais voilà, comme quoi on peut effectivement, même nous, parents ou amis ou cousins aussi, avec C'est aussi pour les parents. toujours apprendre plein de choses. Merci beaucoup Dani Diana Champion d'avoir été avec nous. Cette box, donc cette boîte Ludisco qu'on peut retrouver, une box d'activités ludiques pour les 3-12 ans afin d'aider les enfants dans leur apprentissage de manière générale. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit l'humoriste Cartouche. On l'a parlé tout à l'heure de la danse. Tu dis que ça s'est venu à 6-7 ans. D'où c'est venu pour un petit garçon qui était dans le 93? La télé. À la télé? Ouais, je regardais les émissions de Mariti, Gilbert Carpentier, je voyais plein de danseurs derrière les chanteurs, etc. Je trouve que c'est génial. J'adorais danser, on dansait beaucoup à la maison. Tu savais que tu dansais bien? Non. Non, mais je savais surtout que que ça me faisait du bien. Et puis on dansait beaucoup à la maison. On mettait Kool and the Gang, on mettait les trucs à fond, on dansait les frangins, les frangines, Avec ma les mère. frères et sœurs et ta mère? Ouais, on dansait, donc c'était assez... Et je me souviens aussi d'un truc en colo où j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, je sais plus, peut-être un peu plus l'âge. Il y avait un concours de danse en colo. Et j'étais arrivé, j'avais rien travaillé, et j'avais gagné le petit concours de colo. Ouais. C'était dans la boum, ils avaient organisé un concours de danse. Et j'avais adoré ça, quoi. Et tout de suite, ça prend quand tu t'inscris au conservatoire à 6-7 ans? Ah, ça prend... C'est bizarre, parce que je me cache, je le dis à personne. Encore? Pas dans la salle. Ah, tu te caches pour y aller? Ah, je me cache pour y aller, je me cache devant mes parents, je me cache devant mes frères. Tu le dis pas à ta mère? À personne. C'est le Billy Elliot du 93. C'est vraiment Mais ça. comme il faut pas financer? Alors, mon histoire, elle est extraordinaire. Donc, quand je décide de faire de la danse, je ne sais pas où je dois en faire. Je me souviens simplement que quand je prends le train et au Rincy, il y a un grand panneau sur le mur, conservatoire de danse du Rincy. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme danse, mais je vois de danse. Donc, j'y vais. Donc, je tape à la porte, j'entends 1 et 2 et 3 et 1 et 2. Je tape à la porte, on m'ouvre. Il y a un mec qui s'appelle Manu, qui est black, et qui me regarde comme ça, il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui dis « Je veux danser. » « Ah bon, tes parents sont où ?»« Ah ben, ils n'ont pas pu venir. »« Ah ben, très bien. Ah ben, écoute, on se voit après, accroche-toi là-bas, tu suis, on se voit après. » C'est comme ça que j'ai commencé. Au fur et à mesure de mes cours,
de mes cours, il m'a dit, mais je vois jamais tes parents, il faudrait bien que tu payes. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Il a regardé et puis il m'a dit, bon, écoute, tu restes comme ça, on verra plus tard. Et c'est comme ça que j'ai fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec lui. Et à quel moment tes parents l'ont su? Ils l'ont su quand je suis parti à Marseille, j'avais 19 ans. Attends, pendant 10 ans, ils savent pas que tu vas danser? Ouais. Mais tu avais une liberté alors Mais oui, mais alors, tu sais, Malika, c'est un truc de malade dans les quartiers, c'est que les enfants de 5 à 14 ans, ils sont tout le temps dehors, du jour au matin, ils sont tout le temps dehors, quoi, tous les week-ends, tous les mercredis, tous les samedis, ils sont ensemble. C'est un peu comme, voilà, c'est comme un peu au bled ou un peu voilà. La cité protège, les camarades protègent. Donc, les parents, ils ont autre chose à faire. On n'a pas d'activité foot ou ci ou ça. Votre activité, c'est d'être dehors entre vous, quoi. Exactement. Donc tu profites on joue de au ce foot moment. dehors, on rigole ensemble, on va à la boulangerie tous ensemble, on fait des conneries ensemble, on va se bagarrer avec les autres ensemble. C'est sûr que c'est comme une famille. Alors c'est pesant parce que c'est relou, mais c'est sécurisant pour tout le monde parce qu'on sait très bien où est un tel ou un tel. Oui, mais là, ils ne savaient pas où tu étais pour le coup. Personne. Parce que moi, je descendais au foot, en bas, je disais à ma mère, je vais danser le mercredi, je vais danser. Je jouais au ballon, je jouais bien au ballon, je faisais des trucs, et je disais, je rentre chez moi. Et en fait, je repole mes affaires, que je planquais dans un cagibier au 2e étage. Je prenais mes affaires, je prenais mon train, je prenais mon cours, et je rentrais, et je jouais au foot, et je remontais. Ça, tous les mercredis? Mercredi, samedi. Et 2 fois en plus? Bah ouais. Et à quel moment, toi, tu te dis, je vais aller au conservatoire? C'est parce qu'on te conseille, enfin, à Marseille, non. On te conseille Pour Marseille, ouais. on me fout à la porte. On me dit, bon, maintenant, c'est bon, t'as bien été formé, t'es prêt. Ce serait bien que tu... Moi, je voulais pas. Je voulais juste, toi. Et puis, on me dit, ce serait bien que tu ailles un peu faire des auditions pour un petit peu... Puis, j'ai auditionné à plusieurs endroits et j'ai été gardé à Marseille. Et du coup, là-bas, tu déménages, tu vas vivre à Marseille. Exactement, ouais. Combien de temps tu y passes? Marseille, je suis resté 10 ans. 10 ans, ouais. J'adore Marseille. Et là-bas, c'est là où tu commences à faire tes premières impôts? Alors, je vais chez Roland Petit. Ça se passe bien, sauf que je m'ennuie. Et je rencontre, et j'apprends qu'un des plus grands professeurs d'Europe, Rudy Briance, vit à Marseille, il donne des cours. Donc, je suis allé le voir. Je dis, bonjour, je suis à l'opéra, je voudrais faire ci. Il me dit, écoute, viens prendre un cours. Et à la fin du cours, il me dit, faut qu'on recommence tout à zéro. Ah mince! Je lui dis pourquoi? Il dit parce que tu as une cambrure, ta cambrure t'empêche de faire ci, de faire ça. C'est dommage. Donc si tu veux, je veux bien que tu travailles avec moi, mais on reprend à zéro. Je dis ok. Donc mercredi matin avec les enfants. Et donc j'ai commencé à reprendre des cours avec des enfants de 5 ans et moi j'étais là et je rongeais. Et pendant combien de temps t'as tenu? Avec lui j'ai travaillé presque 2 ans. Mais c'était fort. Parce que je faisais d'autres cours. Plus pro, mais ce cours-là me faisait du bien. Ouais. Et à quel moment tu switches sur l'humour? Pareil, à un moment donné, je sentais qu'il me manquait des choses, que j'avais envie de parler, que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de dire des choses. Et il y a eu à Marseille, où je prenais des cours d'impro, il y a un type qui est venu, qui a dit, voilà, je prépare une tournée comme un concours d'humour. Voilà, donc si vous avez envie de vous y inscrire, moi je me suis inscrit, j'ai écrit un demi-sketch et j'ai fait toute la... T'avais déjà ton nom de scène? Ouais. Depuis quand tu l'avais? À ce moment-là. Et ça vient d'où? Du premier livre que ma maman m'a offert. Un bouquin sur cartouche, Le Pirate. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, tu fais ce concours? Que je gagne. D'accord. Et à partir de là, je me dis, voilà, je travaille. Donc, peut-être... J'ai un producteur, 6 mois après, il me dit on va aller. J'étais placé dans un grand théâtre à Aubagne parce qu'il y a France 3 qui vient, avec TF1, avec les gens de la classe, avec De Vos, plein de gens qui seront là. Donc pour toi, ça va être une opportunité de fou. J'arrive, je me suis planté, ça a été une catastrophe. C'était horrible. Trop de pression? Ouais, pression, le micro qui ne marchait pas, c'était une cata. Et le producteur, je ne l'ai plus jamais revu. Le soir, il a disparu. Ah mince. Ouais, et là, je me suis dit, bon, très bien, je recommence à zéro. Encore? Ouais, c'est ça. T'as l'habitude, ouais. Ça te fait pas peur? Non.
Et du coup, à ce moment-là, tu continues quand même la danse Dans mes spectacles, Ah, mais t'arrêtes les cours? Ouais, j'ai arrêté. Je fais des stages de temps en temps pour moi, mais c'est dans le spectacle. Donc mon premier spectacle parle de la danse et raconte mon histoire. Et c'est comme ça que ça a explosé, parce qu'effectivement, il y a eu un reportage, 2, 3, et puis on a fait un volet spécial. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Cartouche, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment est-ce qu'on peut cartographier les métiers de l'aéronautique et du spatial? Alors ça, c'est la question la plus difficile. Ouais. Et c'est la première. Forcément. En fait, le secteur aéronautique et spatial, c'est un secteur applicatif de plein de métiers. Et donc les métiers, pour arriver dans ce secteur-là, en fait, c'est des métiers qui vont pouvoir aussi être utiles et qui sont utilisés dans plein d'autres secteurs industriels en général. Donc pour travailler dans l'aéronautique et le spatial, quel que soit le niveau, on ne va pas être un spécialiste technicien du spatial ou un ingénieur du spatial. En fait, derrière, il y a des métiers nombreux, variés, des formations variées. Il y a des compétences très variées et également. On peut se dire que pour le spatial, oui, il va falloir la concevoir, la fusée, le satellite, le nanosatellite. Il va falloir le fabriquer, il va falloir l'expédier en vol, il va falloir exploiter les données. Et en fait, on ne rentre pas dans une formation en se disant « Tiens, je vais rentrer dans le spatial ». On rentre dans une formation et éventuellement, on fera l'application dans le spatial ou dans l'aéronautique ou dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie chimique, pharmaceutique, etc. Le côté artistique, ça s'apprend comment et est-ce que ça s'apprend dès le plus jeune âge? Alors, c'est ce que j'allais rajouter par rapport à votre très belle présentation, en fait, c'est qu'effectivement, le patinage demande des qualités énormes. Parce qu'il faut être prêt à dire je vais faire du patinage artistique, donc savoir bouger son corps dans tous les sens, c'est au niveau du bas, du haut, de la tête, l'expression. Il faut avoir une condition physique extraordinaire. Il faut avoir du mental, parce qu'à un moment donné, au dernier moment, là, ce qui compte, c'est quand même 60%, c'est la tête au moment de la compète. Faut pas flancher. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. On a subi, avant les années 90, il y avait les figures imposées qui demandaient énormément de temps, qui étaient un peu le solfège du patinage, et si vous n'étiez pas bon dans cette discipline, eh ben, vous ne pouviez jamais devenir champion du monde. Et c'était des disciplines un peu rébarbatives. Tous les matins à 7 heures, il fallait qu'on s'en tape 3 heures. Donc quand tu as 7 ans et demi ou 8 ans et qu'on te fait faire des figures comme ça, ou que l'entraîneur, des fois, si tu baisses un peu les doigts, il te mettait un petit coup de baguette, ce qui n'arrivera plus jamais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un autre temps. Je ne sais pas si je dis heureusement ou malheureusement, en fait. Parce que moi, j'ai été élevé un peu à la baguette. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences sur moi. Ce qui est le cas encore, vous pensez, dans d'autres pays aujourd'hui, quand je pense aux Russes, par exemple? Sur le sport de haut niveau, en fait. Si, à un moment donné, sur le sport de loisir, effectivement, il faut protéger les enfants qui commencent très tôt, et puis il faut que ça reste du loisir et du plaisir. Mais si vous voulez devenir un champion du monde ou un champion olympique à 20 ans, à un moment donné, à 15-16 ans, quand vous rentrez dans l'âge un peu difficile, vous préférez rester chez vous sur la console de jeu plutôt que d'aller vous entraîner. Et c'est dommage de passer à côté de certains talents. C'est-à-dire que vous avez découvert la souffrance, entre guillemets, assez rapidement, quand on repousse les limites de son corps. Et quand on est jeune, on ne prend pas ça pour une souffrance. D'accord. On prend ça plus pour dire, si on progresse. Alors quand on stagne, c'est là où la souffrance peut avoir des conséquences plus importantes que le plaisir. Mais si les résultats sont là. Mais si les résultats sont là et qu'on progresse, moi je pense que, en fait, on récupère tellement vite quand on est jeune. Et puis on a l'impression d'être privilégié. Quand on s'entraîne 6 heures par jour, on n'est pas 6 heures par jour à l'école. Alors 6 heures par jour, à partir de quel âge, vu votre talent? À 8 ans, moi, quand j'ai intégré le sport-études, mais parce qu'il y avait ces fameuses figures d'école, les figures imposées. Même pour la danse sur glace, c'est un truc avec toujours les mêmes musiques, on entendait ça tous les jours, toute la journée. Et après, à partir de 91, on a eu que 3 heures d'entraînement par jour parce que les figures imposées ont été éliminées. Et on pouvait se consacrer à ça, mais on a rajouté de l'entraînement sur la préparation physique. On dit que c'était plus facile avant. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tout est montré, tout est vu, tout est analysé, tout est critiqué du coup. Donc puisque c'est vu, j'ai le droit de le critiquer. Donc chaque mère, chaque parent se dit mais aujourd'hui on va me critiquer, on va dire que ça c'est pas ok. Quand c'est pas les réseaux sociaux, c'est les copines. Quand c'est pas les copines, c'est la famille, etc. Et ça renvoie aussi plus généralement, vous en parlez aussi, à ce qu'on appelle la charge mentale. Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement, il y a aujourd'hui, je trouve une charge mentale
qui est encore plus présente, qui est celle de la pression sociale, en fait. La pression sociale, la pression des autres parents, et qui est maintenant, aujourd'hui, intériorisée. C'est comme la bien-pensance parentale, qui est l'intériorisation du politiquement correct des idées reçues. Là, la charge mentale, c'est ça aussi. Enfin, découle de la bien-pensance une charge mentale assez importante. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien est-ce que je fais bien selon ce que j'ai lu, etc. Les bouquins, c'est très très fort. Ils influencent énormément les parents. Oui, mais là, vous en rajoutez une couche quand même. Hein. Vous imaginez, les parents qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, attendez, Lénaïque, vous m'avez écrit page 64, je ne sais quoi, et alors j'arrive pas, je souffre énormément. Alors ça, c'est effectivement, mon livre, le titre de mon livre, c'est une injonction. Ouais. Mais je réponds toujours que s'il y a bien une injonction à garder, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être celle-ci, c'est vrai. Et alors moi, je trouve que le problème, c'est pas forcément qu'il y ait plein d'injonctions, le problème, c'est pas les injonctions, c'est que c'est le nombre d'injonctions, et c'est des injonctions contradictoires. En réalité, les parents, un jour, ils vont lire ça, le jour d'après, ils vont lire ça un jour, ils vont lire ça d'un psy, le jour d'après, ils vont lire ça d'un thérapeute. Donc, ils sont perdus dans ces idées-là. Mylène, que c'est particulier quand même cette casquette d'arbitre? Ah, je confirme. Et je vous invite en plus à aller voir mon travail. En fait, j'ai fait une recherche sur justement le changement de notation et de système de notation du patinage artistique. Et en fait, c'est vrai que ça a totalement changé pour être plus cadré, plus compréhensible. Mais ça l'est toujours pas forcément au niveau artistique. Au niveau notation technique, des éléments techniques, c'est bien plus simple. Mais artistique, pour faire du ballet sur glace, déjà, c'est par exemple une autre discipline et c'est d'autant plus difficile à juger, à comprendre, à rendre subjectif, pas subjectif, pardon, à rendre plutôt objectif justement comme jugement, donc c'est très difficile. C'est simple pour le juge qui pratique. Après, nous, même en télé, avec Nelson Montfort, quand on commente, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent en l'espace de 30 secondes... Même vous, c'était compliqué. Mais non, mais c'est un algorithme tellement compliqué. Alors, c'est vrai, je rejoins Mylène, sur l'aspect technique, c'est très bien. Tout a été codifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas justifier de dire t'as fait un triple load, c'est entre vous deux, il y a une différence de points énorme. C'est limité, le nombre de points à l'appréciation personnelle du juge reste quand même prédominant. Mais vous avez un code par saut et qui est validé par 2 spécialistes. Alors avant, on avait des gens qui étaient devenus juges sans forcément avoir fait du patinage aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu quand même beaucoup plus cadré, beaucoup plus réglementé. Et ça, à la limite, tant mieux. Mais sur l'aspect artistique, c'est effectivement, il y a un peu plus de liberté à pouvoir encore aider... évidemment, à hauteur à équivalence, veut dire de performance. Hein. On ne peut pas mettre un tocard non plus sur la première marche du podium, mais il y a effectivement, sur l'artistique, on peut encore favoriser des gens si on estime que... Parce que là, il n'y a pas de réglementation précise. De Paris à Toulouse à vélo, vous avez suivi le périple de 2 étudiants. Absolument. Vous allez nous le faire suivre, surtout. Voilà. Non, moi, très peu pour moi. Hein. Mais parce qu'ils ont pédalé 85 km par jour, tous les jours, pendant 10 jours. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, ils sont courageux. En vrai vélo ou comme moi avec le truc, la batterie, tout ça? Non, en vrai vélo. Ah, oui, en vrai vélo. Ils s'appellent Alban et Grégoire. C'est 2 étudiants qui ont donc fait ce pari fou d'un grand voyage à vélo. L'idée, elle est assez claire depuis le départ. C'est sensibiliser les gens à l'écologie. Si on peut faire une aussi longue distance à vélo, les gens peuvent le faire pour leur trajet du quotidien. Il y avait donc du sens, il y avait un message, ils se sont quand même entraînés avant de partir. Pas de VTT ou de sprint d'ailleurs, juste des trajets avec vélo Toulouse. Mais oui, c'est un peu le Vélib, mais alors, Vélib c'est pour les Parisiens, vélo voilà, Toulouse c'est à Toulouse. Exactement, ce sont ces vélos en libre service. Et d'ailleurs, l'entreprise qui est gestionnaire de ces vélos en a débloqué 2 pour eux et les a floqués à l'effigie de ces 2 jeunes hommes pour le voyage. Ils ont donc partagé tout leur périple sur Instagram. Allez voir, ça s'appelle Try It Concept. Et en regardant leur story, je crois qu'actuellement, ils sont en Colombie déjà et qu'ils ont décidé de faire toute la Colombie en bus. Donc allez les suivre. Ils sont très sympas, c'est assez drôle de suivre leurs aventures. Et alors le prochain challenge, j'ai adoré. Ils ont prévu de traverser l'Occitanie en trottinette électrique. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre. schooltv.com pour revoir les émissions, canal 247 sur les Freebox bien entendu. Guillaume, vous revenez quand? Je reviens demain. Très bien. Et vous connaissez les couleurs primaires ou pas? Comme vous m'avez posé sur l'arc-en-ciel. Ah oui, je crois, oui. Alors, il y a quoi? Il y a le rouge, le bleu et le jaune. Je crois que c'est ça, ouais, j'en suis pas sûr. RVB, ouais, c'est ça. Il n'y a pas le vert? Bah non, le vert, c'est un vert. Non, c'est bleu et jaune, le vert. Je révise pour demain. Les couleurs neutres, le blanc, le noir, enfin, je crois. Bref, on va apprendre donc des choses sur les couleurs primaires demain. Oh, bah, je ferai en sorte que oui. C'est ça, ce sera votre chronique, du coup. Vous êtes obligé. Il faut trouver une solution. En tout cas, une chronique sur les primaires.
Ah oui, sur les primaires. Mais il n'y a pas de primaire dans un autre pays. Dans un autre pays, ouais. D'accord. Ok, ça va bien se passer. En tout cas, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose. C'est le but de School TV. Merci à vous tous. À la réalisation, Mani Pezek, au son, c'est Louise Merlin, le maquillage, Corinne Hamel et Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction. Bonne soirée à tous.